Je remercie tout le staff du service de pédiatrie de l'hôpital Al-Mahdi de m'avoir invité. Et pour moi, c'est une occasion pour se revoir, pour s'échanger. Et je trouve que c'est une idée très innovante, quoi, pour retrouver la continuité pédagogique dans l'enseignement. Est-ce que vous... Les micros sont désactivés. Tous les micros sont désactivés. C'est Khaled ou Madame Moussafa. Il faut activer les micros. Pas encore, c'est Khaled. Khaled, active le micro. C'est bon? Oui. Vous m'entendez? C'est bon. Parfait. C'est bon. Vas-y. Donc voilà. Donc je vais vous parler de l'orientation diagnostique initiale et de la prise en charge initiale d'un état de choc. Alors, le pronostic d'un état de choc est un... Donc alors, il faut que... Je ne sais pas pourquoi ça... Voilà. Donc, le pronostic d'un état de choc dépend essentiellement de la première ligne qui est responsable ou qui va avoir la charge de diagnostiquer un état de choc à son stade tout initial. Et plus on diagnostique un état de choc précocement, meilleur sera le pronostic. La tâche au pédiatre ou au médecin généraliste qui voit un enfant et en état de choc au stade précoce, c'est surtout d'éviter la progression au stade réfractaire. Parce qu'à ce stade-là, le pronostic est très mauvais et la mortalité est de 50%, voire même plus. Et puis, deuxième point, le diagnostic d'un état de choc qui est un diagnostic essentiellement clinique. Il n'y a pas d'examen complémentaire qui vont nous aider au diagnostic. Donc, c'est surtout un état de choc. Donc, voilà comme introduction. Et je vais passer à la définition. La définition est une définition purement physiologique ou physiopathologique. Et l'état de choc est défini par un transport, ce qui est représenté ici, c'est delivery en anglo-saxon. Et ce transport en oxygène ne va pas satisfaire la consommation d'oxygène. C'est-à-dire la cellule, quelquefois, va être endettée au niveau énergétique, particulièrement en oxygène, et évidemment tous les substrats, et va avoir des lésions qui vont être à l'origine, à la fin, à une apoptose cellulaire. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'est le transport d'oxygène et qu'est-ce qu'est la consommation d'oxygène. Pour faire plus simple, j'ai représenté le transport d'oxygène sous forme de cette locomotive.
Alors, je vais faire... Quoi? Un peu de patience. Bon, elle ne veut pas démarrer. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que, de façon maintenant plus scientifique, qu'est-ce que le transport d'oxygène? Le transport d'oxygène est représenté par l'équation débit cardiaque que multiplie le contenu artériel en oxygène. Le débit cardiaque est égal, et c'est une notion de physiologie, est égal au volume éjecté par le ventricule gauche, le volume d'éjection systolique, multiplié par la fréquence cardiaque, et le contenu artériel en oxygène est représenté par la formule hémoglobine que multiplie la saturation, que multipliée par un facteur qui est de l'ordre de 1,34. Donc, le transport d'oxygène va être réduit chaque fois qu'il y a une baisse du débit cardiaque ou bien du contenu artériel en oxygène. Si on s'intéresse au débit cardiaque, celui-ci peut être abaissé, soit parce qu'il y a une diminution du volume d'éjection systolique, soit qu'il y a un trouble du rythme ou bien une fréquence cardiaque très élevée. Donc, pour le volume d'éjection systolique, il va dépendre, le cœur ou le ventricule gauche va éjecter la quantité de sang qu'il va recevoir du fait du retour veineux, c'est-à-dire la précharge. Chaque fois qu'elle est diminuée, le volume va être diminué et le débit va être diminué et le transport d'oxygène va être diminué. Le même raisonnement pour la post-charge. Chaque fois qu'il existe un obstacle à l'éjection du cœur, cette quantité d'éjection systolique va être abaissée et le débit par conséquent diminue également. Et de là, c'est le transport en oxygène. Si le cœur a une force contractile qui est altérée, telle qu'au cours d'une myocardite, par exemple, il ne va pas éjecter une quantité de sang convenable qui va être d'où la baisse du débit cardiaque. Pour la fréquence cardiaque, un rappel physiologique, c'est que le remplissage d'un ventricule se fait essentiellement au cours de la diastole. Plus le cœur est rapide, plus le temps nécessaire à cette diastole sera court, donc le remplissage sera court, et donc ça va retentir sur le volume d'éjection systolique. A fortiori, s'il existe un trouble du rythme cardiaque, un flutter ou bien une tachycardie jonctionnelle, de la même façon, ça va retentir sur le volume d'éjection systolique. Et là, le deuxième point, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez là, jusque-là, du débit cardiaque, mais le contenu artériel en oxygène, qu'est-ce qu'on peut conclure ou tirer comme renseignement? C'est que chaque fois que le contenu artériel en oxygène baisse, à la longue, on aura un état de choc. Et donc, toutes les situations qui vont être à l'origine d'une diminution de la saturation artérielle en oxygène, parce que les voies aériennes supérieures, parce que l'alvéole ne fonctionne pas correctement, parce qu'il y a une intoxication au CO qui va faire baisser la FiO2, tous vont être à l'origine d'une baisse de la saturation, du contenu et donc du transport en oxygène. D'un autre côté, le taux d'hémoglobine, toutes les anémies, les spoliations sanguines, la séquestration splénique au cours d'une drépanocytose, par exemple, vont être à l'origine d'une baisse du contenu artériel en oxygène et donc d'un état de choc.
Voilà, donc ça, c'est important de saisir pour pouvoir comprendre l'attitude thérapeutique et tout le raisonnement concernant les différentes classifications des états de choc. Toujours dans le transport d'oxygène, je représente ici cette figure. En abscisse, on a le transport en oxygène. En ordonnée, la consommation d'oxygène. Et vous constatez que le transport d'oxygène va rester stable pour vraiment des valeurs qui vont de 700 jusqu'à une valeur seuil à peu près 250. Malgré cette consommation d'oxygène qui peut augmenter et augmenter. Donc, comment on explique ça? La cellule a la capacité d'extraire, donc elle a une capacité d'extraction de l'oxygène qui va augmenter à mesure que le transport en oxygène diminue. Si on arrive au point où cette extraction va être dépassée et le métabolisme passe en anaérobiose et on va voir le taux de lactate qui sont augmenter de plus en plus. Donc, si on veut poser le diagnostic d'un état de choc, c'est beaucoup plus intéressant et plus bénéfique pour le malade de le poser au stade avant l'élévation des lactates, avant l'installation de l'anaérobiose, avant l'installation de dégâts cellulaires à l'origine de l'apoptose ou le résultat ou des traitements, même dans les réas les plus développés, va être imputé d'une mortalité qui dépasse 50%. Voilà, donc ça c'est l'intérêt de comprendre le transport d'oxygène et sa relation avec la consommation d'oxygène. Maintenant, d'une façon un peu plus proche de la clinique, chaque fois qu'on a une baisse du transport en oxygène, donc l'installation d'un état de choc qu'on doit diagnostiquer à ce stade-là, avant l'élévation du taux des lactates et avant l'installation de lésions cellulaires irréversibles. Alors, comment on classe d'habitude cliniquement les états de choc? On les classe donc soit qu'il existe une diminution du débit cardiaque, ce que je représente ici en vert. Cette diminution du débit cardiaque peut être due à une diminution de la précharge du fait d'une hypovolémie, et on parle de là d'un état de choc hypovolémique, soit un état de choc par altération de la force contractile du muscle qui n'arrive pas à éjecter la quantité nécessaire, et on parle là d'un choc cardiogénique, soit d'un choc obstructif parce qu'il y a un obstacle à l'éjection du ventricule gauche, voire même du ventricule droit. C'est ce qu'on appelle un choc obstructif. Ou bien, cet état de choc, donc diminution du transport en oxygène, on va l'appeler un choc distributif parce qu'il y a une vasoplégie, et puis on le voit essentiellement au cours des chocs septiques. Et cette vasoplégie va être à l'origine d'un défaut, d'une altération de l'extraction d'oxygène. Et puis, toutes les autres causes, anémie aiguë, ou bien les insuffisances respiratoires évoluer à un stade avancé, à l'origine d'une diminution de la saturation, donc du contenu artériel en oxygène, et on parle là d'un choc dissociatif. Voilà ces 5 catégories d'état de choc, en sachant que on peut avoir l'intrication de 2 ou 3 mécanismes ensemble. Et en réalité,
il y a peut-être un facteur qui prédomine, mais souvent plusieurs, deux ou trois qui sont associés. Alors, après ce rappel physiologique, après la définition, comment on va reconnaître un état de choc? Je l'ai annoncé au départ, c'est un diagnostic purement clinique et aux urgences ou bien lors du premier contact au cabinet d'un médecin, on accorde une grande importance pour ne pas passer à côté des grandes urgences, et en particulier l'état de choc, à l'évaluation rapide par un coup d'œil pour vérifier trois éléments. Est-ce que l'enfant a un comportement normal ou pas? Est-ce qu'il respire normalement ou pas? Et est-ce que sa coloration, son aspect cutané est normal ou pas? Et là, bon, on peut utiliser l'acronyme CRC pour comportement, respiration, aspect cutané. Et si un de ces éléments est altéré, à ce moment-là, on va passer à une évaluation d'une façon méthodique qui se base sur les recommandations de 2015. Actuellement, il y a d'autres qui sont ça va consister à quoi? Et il faut le faire d'une façon systématique. Chaque fois que vous recevez un enfant qui a un trouble du comportement et ou de la respiration et ou de sa coloration, d'évaluer les voies aériennes. Est-ce qu'elles sont libres? Est-ce qu'elles sont obstruées? D'évaluer la respiration. Et on utilise, pour ne pas oublier un item, l'acronyme FTVO. F pour fréquence respiratoire, T pour travail respiratoire. La fréquence respiratoire, on l'évalue. Donc, c'est simple. Pour le travail respiratoire, ça veut dire combien est-ce qu'il y a une bonne ampliation thoracique ou pas. Est-ce qu'il y a des signes de lutte ou pas, ou bien il respire calmement. Et le volume courant est évalué par le degré de l'ampliation thoracique et l'oxygénation par la saturation. Puis on arrive au stade à la circulation pour donc A, B, C. Alors, pour la circulation, l'évaluation de la circulation, on a la fréquence cardiaque avec les 5 P, fréquence cardiaque, examiner systématiquement les pouls, ce qui n'est pas toujours fait par les médecins en formation. Le TRC également, le temps de recoloration cutanée pour évaluer la perfusion périphérique, la pression artérielle, et là j'insiste sur l'utilisation d'un brassard qui soit adapté à la taille de l'enfant pour pouvoir interpréter correctement, parce que dans mon vécu, quand je passe dans les étages de l'hôpital d'enfants, il y a un brassard qui est valable pour toutes les tailles. Et ne pas oublier d'examiner la précharge par l'auscultation pulmonaire à la recherche de crépitants et la taille du foie à la recherche d'un gros foie, parce que s'il y a une précharge élevée, on va s'orienter rapidement vers un choc cardiogénique et l'application thérapeutique est importante à ce stade-là. Alors, cliniquement, l'enfant qui est en état de choc va avoir parmi les signes les plus précoces, c'est la tachypnée, qui est très précoce, sans pour autant qu'il y ait une cause respiratoire. La tachycardie également, elle est précoce. Il faut l'évaluer et la comparer à la température de l'enfant, en sachant qu'on rajoute 15 battements par degré Celsius au-dessus de 37. Et si vous avez une discordance, une tachycardie beaucoup plus que ne le voudrait la fièvre, ou bien tout simplement, même s'il n'est pas fébrile, il est tachycarde, là, il faut avoir une forte présomption diagnostique d'une altération de l'état hémodynamique. Retenez qu'en dessous d'un an,
un chiffre supérieur à 180 est un bon élément pour discriminer est-ce que c'est un malade à risque d'avoir un état de choc ou pas. Moins d'un an, pardon, plus qu'un an, c'est 160. Parallèlement, palper les poumons périphériques et centraux, les comparer entre eux, examiner les mains, les extrémités, s'ils sont froides, s'ils sont cyanosés, le temps de recoloration cutanée pareil, et un élément auquel il faut, je pense que dans les urgences, il y a souvent un oxymètre de pouls, la qualité du signal, un signal plat qui n'est pas sinusoïdal ne signifie pas que le matériel est défectueux, plutôt que ça veut dire que la perfusion n'est pas bonne, et là, ça doit vous inciter à penser à une vasoconstriction ou une mauvaise perfusion périphérique. Si un malade est hospitalisé, évidemment, on peut mesurer sa diurèse. La diurèse est un élément important à rechercher. Sa baisse témoigne c'est un des signes de choc. Et puis, le cerveau est souvent préservé. Il figure parmi les priorités du système cardiovasculaire. Ça se fait aux dépens des organes splanchniques, aux dépens également de la peau. Et chaque fois qu'il y a une altération de l'état hémodynamique, c'est le cerveau qui va recevoir, après les coronaires, le meilleur débit, parce qu'il y aura une redistribution. L'apparition d'une irritabilité, d'une léthargie doit également vous faire penser, outre les infections du système nerveux central, à la possibilité d'un signe d'un état de choc. Donc ça se voit au stade précoce. Si on a un malade qui a déjà convulsé, qui est en état de choc, qui est en coma, le pronostic est très mauvais. Ça fait au moins, je rappelle, au moins 50% de mortalité si on est au stade de convulsion et de coma par bas débit cérébral. Alors, l'hypotension artérielle, elle est tardive chez l'enfant, ce n'est pas comme chez l'adulte. La définition qui se base plutôt clinique, on dit qu'il y a état de choc chaque fois qu'il y a une hypotension artérielle. La tension artérielle va être longtemps préservée chez l'enfant. Et un élément pour se rappeler, c'est une proposition de l'association de cardiologie américaine, c'est que pour le nouveau-né, une systolique inférieure à 60, c'est une hypotension artérielle, entre 1 mois et 1 an inférieure à 70, et chaque fois qu'on dépasse 1 an, inférieur la valeur seuil de la systolique, qu'on doit rechercher. Par exemple, pour un enfant de 5 ans, on fait 70 plus 2 fois l'âge, c'est-à-dire 2 fois 5, ça fait 10, 70 plus 10, ça fait 80. Si le chiffre tensionnel systolique est inférieur à 80, on va parler d'hypotension. Évidemment, on parle d'hypotension si la systolique ou la diastolique est basse, ou bien les deux en même temps. Mais là, c'est pour se rappeler. Sinon, il y a des tableaux pour lesquels on peut les consulter. Et on parle d'hypotension d'une diastolique basse chaque fois que la moitié de chaque fois que la diastolique est inférieure à la moitié de la systolique. Maintenant, on parle de choc compensé, de choc décompensé. Le choc compensé, c'est évident, le pronostic est meilleur, c'est le stade précoce d'un état de choc. C'est là où la pression artérielle est normale, que la perfusion du cerveau, du cœur est maintenue, et le diagnostic est difficile. Mais là où on a le meilleur résultat. Une fois on avance, une fois que les cellules ont souffert du métabolisme anaérobique, à ce stade, c'est l'hypotension qui s'installe, c'est l'atteinte des organes nobles, et c'est là où il y aura le plus de séquelles et les moins bons résultats. Donc, on a tout intérêt
à poser le diagnostic à son stade compensé, à poser le diagnostic d'état de choc au stade compensé, et que c'est une situation qui est vraiment évolutive dans le temps, et que c'est d'où tout l'intérêt d'évaluer et de réévaluer les patients chaque fois qu'on a un doute, parce que et l'expérience montre plusieurs malades qui sont admis pour une fièvre qui n'inquiétait pas le médecin de garde et qui le revoit 1 heure ou 2 heures après, il le retrouve dans un autre état beaucoup plus grave. Et là, on aura perdu 1, 2 ou même plusieurs heures. Et là, le pronostic sera moins bon et la prise en charge. L'évaluation à des moments répétés est très importante, est un message important à saisir. Maintenant, le diagnostic d'état de choc étant établi, on va démarrer la prise en charge et cette prise en charge doit obéir à des objectifs et ces objectifs doivent être atteints à la première heure de la prise en charge. Donc, c'est un traitement agressif mais planifié. Il faut que la circulation périphérique s'améliore en 1 heure, TRC inférieur de 2 secondes. Les pouls doivent être bien palpés, pas de différence entre les pouls centraux et les pouls périphériques. Les extrémités doivent se réchauffer, la pression artérielle, si elle était basse, doit se normaliser, la diurèse doit être relancée et avec une récupération d'un bon état de conscience, tout en sachant que la cellule a toujours besoin de quoi fonctionner. La glycémie et la calcémie doivent être normales. Alors, cette prise en charge doit obéir toujours à l'évaluation, à l'amélioration des voies aériennes et de la circulation. Donc, ce sont des patients qu'il ne faut pas trop trimballer, qu'il ne faut pas embêter, parce qu'on ne doit pas retenir que l'état de choc est dû à un transport d'oxygène qui n'arrive pas à subvenir à la consommation d'oxygène. Et chaque fois qu'on augmente cette consommation d'oxygène, parce qu'il pleure, parce qu'il a de la fièvre, parce qu'on le pique à plusieurs reprises et il s'agite, donc il faut qu'on limite les mobilisations, les stimulations pour limiter la consommation d'oxygène. Ceci dit, donc les voies aériennes, ils doivent être bien oxygénées, avec des voies aériennes bien libérées. L'oxygénation peut être assurée par un support non invasif, des lunettes simples à haut débit, une ventilation non invasive jusqu'à l'intubation. Tout dépend de l'évaluation de son état respiratoire, tout en monitorant également les paramètres de base, de fréquence cardiaque, de respiration, de pression brassard, de saturation, de diurèse, température. Ça, c'est le minimum qu'il faut avoir. Et cette prise en charge, donc une fois le respiratoire et l'oxygénation étant rétablis, il faut rapidement une voie d'abord pour pouvoir faire passer les solutés, les antibiotiques, les drogues vasopressives. Et qu'est-ce qu'on fait en pratique? Pour des enfants, il faut avoir une voie fémorale dans les 3 minutes qui suivent, sinon ça va être la voie intra-osseuse. Alors, ce qui n'est pas recommandé, c'est que 2 infirmières ou 3 essayent de le piquer et que le fait de prendre une voie d'abord n'est pas l'apanage du médecin. Non, au contraire, le médecin doit guider et doit intervenir et ça doit être chronométré. Et prendre une voie d'abord doit être, si ce n'est pas possible dans la minute ou les 2 minutes qui suivent son admission, il faut avoir une voie fémorale. C'est pour cela que les jeunes et les moins jeunes doivent s'entraîner à prendre une voie fémorale
et sinon, ça sera la voie intra-osseuse. Alors, bon, là, c'est un petit rappel pour la voie fémorale. La voie fémorale, il faut s'assurer que la vessie est vide, qu'il n'y a pas de syndrome occlusif. Et puis, bon, je pense que c'est un détail, mais c'est très utile. Si on n'arrive pas à avoir une voie fémorale, c'est la voie intra-osseuse. C'est une voie qui permet de faire les prélèvements, de faire le remplissage et d'administrer les antibiotiques et les drogues qui vont être soit inotropes, soit vasopressives. Ça, c'est juste une proposition pour, dans l'urgence, quelles sont les dilutions qu'il faut faire des différentes amines, noradrénaline, adrénaline, dopamine, dobutamine, et d'utiliser avec ces dilutions des doses. Par exemple, pour la noradrénaline, si on la dilue 1 mg dans 50 millilitres, pour un enfant qui pèse 10 kg, pour lui donner 0,1 gamma kilo-minute, on va lui donner le poids sur 3, c'est-à-dire 3,33. Et en bas, comment ce sont des enfants qu'on ne va pas peser, évidemment, et cette formule nous permet d'estimer leur poids en fonction de cette formule. C'est juste une proposition, mais chaque service, chaque urgence peut faire ce qu'elle entend et qui lui semble le plus pratique. Maintenant, je vais présenter état de choc par état de choc. Le diagnostic étant facile, il est facile, mais il doit être précoce. Maintenant, quelle est l'étiologie de l'état de choc? L'étiologie de cet état de choc, donc, on a vu que ça peut être un choc hypovolémique. Et surtout durant la première année, on sait que très bien que l'enfant est tributaire d'une tierce personne pour satisfaire ses besoins hydriques, qu'il y a une proportion assez importante d'eau extracellulaire qui est exposée directement par le biais du tube digestif aux déperditions. Donc, tout ce qui est gastro-entérite et vomissement donc, représente la cause principale des états de choc hypovolémiques chez le nourrisson de moins d'1 an. Et le diagnostic est facile, c'est notre pain quotidien, mais juste pour faire des petites précisions. Tout d'abord que c'est le remplissage qui doit être de mise, il doit être rapide, par du sérum physiologique à 9, donc du sérum physiologique. La dose, c'est 20 millilitres kilo. Au lieu de 30 minutes, beaucoup plus rapidement, 5 à 10 minutes. Il faut répéter le remplissage chaque fois que les signes de choc persistent. Donc, n'oubliez pas les objectifs de la première heure de la prise en charge d'un état de choc. Et puis, ce qu'il ne faut pas faire, ou plutôt éviter, un remplissage insuffisant et lent est l'erreur à ne pas faire. Et surtout, ce sont des patients qui ont perdu beaucoup d'eau, qui ont une vasoconstriction périphérique très importante, surtout pas les mettre sous vasopresseur qui risque d'induire des nécroses. Le choc, un deuxième exemple d'état de choc hypovolémique, c'est l'état de choc hémorragique. Là, sur cette figure, l'état de choc n'apparaît que s'il y a une déperdition de 25% de la masse sanguine. C'est-à-dire, pour 5 litres, il faut perdre 1 litre, un peu plus, 1 litre 250, pour avoir une baisse du débit cardiaque, une vasoconstriction avec des résistances vasculaires systémiques qui sont élevées et une baisse de la tension artérielle. Donc, tout d'abord, et n'ayant pas le sang disponible sous la main, ne pas oublier qu'il faut restituer la volémie en remplissant les enfants par du sérum physiologique.
de maîtriser la source du saignement. La transfusion sera faite en répondant aux normes, aux règles transfusionnelles. En cas d'absence de groupage, donc de groupe sanguin, ce sera le O résus négatif. Et ne pas oublier, parce qu'on n'utilise maintenant que du concentré globulaire, de rajouter du PFC pour une poche, pour 2 poches de culot globulaire. Et là, par contre, l'utilité pour les états de choc hémorragiques de la noradrénaline, de l'adrénaline à des doses pas très importantes de 0,1 microgramme par kilo et par minute. Le choc cardiogénique, il est évoqué sur la présence de signes de précharge élevés, c'est-à-dire si on a la radio, la chance d'avoir la radio, c'est un gros cœur avec un OAP, c'est l'hépatomégalie. À l'auscultation cardiaque, la tachycardie, voire le bruit de galop, si on a un souffle qui peut nous orienter. Et puis, maintenant, les troponines, le BNP, l'échographie cardiaque orientent facilement et rapidement le diagnostic vers un choc cardiogénique. Ceci dit, en réanimation, nous, on dispose d'un appareil d'écho et ça nous facilite énormément la tâche pour savoir est-ce que le cœur se contracte correctement ou pas et de faire la part de l'insuffisance ou de la part cardiogénique de l'état de choc. Quel est le traitement de l'état de choc cardiogénique? Tout d'abord, il faut réduire, ce n'est pas uniquement dobutamine et l'azilix, non, c'est autre chose en plus, c'est de réduire le travail cardiaque. Ceci est valable également pour les autres chocs, c'est de diminuer la consommation d'oxygène en assurant une homéothermie, en assurant un support ventilatoire s'il faut d'intuber et de ventiler ces patients, parce que ça va épargner le travail de la petite circulation, ça va épargner au cœur le travail de la petite circulation, de bien sédater ces patients, de corriger l'anémie et de corriger les anomalies métaboliques. Sinon il faut les mettre en proclive, de restreindre l'apport hydrique et sodé et de les aider, parce qu'il y a un hyperaldostéronisme important, de les aider à éliminer l'excès puis dans le cas de ce choc cardiogénique par altération de la fonction contractile, on utilise les inotropes positifs, la dobutamine en première ligne, suivi de l'adrénaline, parce qu'aux doses inotropes 0,3 à 0,5 gamma kilo minute. Maintenant, il y a d'autres molécules qu'on utilise, les inhibiteurs de la phosphodiestérase type 3, qui jouent sur l'afflux du calcium à l'intérieur de la fibre myocardique, et qu'on appelle le chorotrope ou bien la milrinone, et le lévocimendon qui améliore la sensibilité de la fibre myocardique au calcium. Toutes ces molécules existent, qu'on peut utiliser, mais en première ligne, c'est surtout la dobutamine, c'est surtout ça, et la diminution de la précharge. Et la post-charge, c'est tout à fait évident parce qu'il y a une vasoconstriction tellement importante au cours des chocs cardiogéniques, et c'est ce que fait les inhibiteurs de la phosphodiestérase type 3, le lévocimendon, mais également à la phase chronique, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, le lopril par exemple. Toujours dans le choc cardiogénique, les troubles du rythme, je passe assez rapidement, des tachycardies jonctionnelles, pour vous dire qu'il y a les manœuvres vagales et on peut céder de l'adénosine
pour interrompre cette tachycardie jonctionnelle. Et puis, pour le traitement de fond, c'est surtout la cordara. Je passe sur cette... maintenant, le choc distributif. Le choc distributif, je rappelle qu'il est dû à un défaut d'extraction de l'oxygène par la cellule, secondaire à cette vasoplégie, laquelle va donner également une augmentation du contenant, donc une hypovolémie relative, avec une séquestration surtout splanchnique au niveau du sang veineux. Quand est-ce qu'on observe ce choc distributif? C'est le choc septique par excellence, le choc anaphylactique, les traumatismes de la moelle avec section médulaire, c'est ce qu'on appelle les chocs neurogéniques, et certaines intoxications médicamenteuses. Le plus important, je pense, qui vous intéresse, c'est le choc septique et le choc anaphylactique. Au cours du choc septique, plusieurs mécanismes peuvent être intriqués. Donc, le distributif, c'est le cas. Mais également, ce sont des enfants qui ont vomi, qui ont souvent une diarrhée. Donc, il y a une composante hypovolémique. Il y a également, du fait des interleukines qui vont être libérées, il y a un orage cytokinique également, comme dans le MISC, puisque c'est la mode. Il y a un effet inotrope négatif, d'où il y a une composante cardiogénique, et voire même parfois une composante obstructive. Donc, le choc septique, il est très variable dans le temps, il est évolutif, comme tous les autres chocs, mais particulièrement le choc septique. Et c'est pour cela qu'il faut s'adapter à ce profil évolutif. Et pourquoi? Parce que ça a été démontré que chaque heure de retard dans l'administration, soit des antibiotiques, soit de la réanimation par un remplissage vasculaire, ou bien par un traitement inotrope ou vasopresseur, ça va multiplier par 2 la mortalité. Ça a été depuis 2003. Alors, ce traitement consiste à quoi? Le remplissage vasculaire, ça répond aux recommandations qui ont été mises à jour depuis 2003 jusqu'à 2020. Donc, remplissage par du sérum physiologique à raison de 20 ml/kg en 5 à 10 minutes. Puis, si l'état de choc persiste, on réévalue l'enfant, on ausculte ses poumons, on voit si le foie a augmenté ou pas. S'il est toujours en état de choc, on remplit encore une fois 20 cc/kg. Alors, à partir de 40 cc/kg, là, il faut vraiment, on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas de quoi monitorer la volémie. Et là, je fais allusion à, cliniquement, c'est difficile, c'est surtout l'échographie cardiaque qui va nous permettre de dire si je dois remplir davantage ou pas ce patient. En clinique, en ambulatoire et en urgence, maximum 40 cc/kg. Si on n'a pas, pour passer 60 cc/kg durant la première heure, il faut vraiment avoir des outils pour pouvoir évaluer la précharge de l'enfant. Si l'enfant ne répond pas au traitement vasopresseur, au remplissage, ou bien s'il est très grave d'emblée, je parle toujours du choc septique, il faut débuter la noradrénaline à la dose de 0,1 microgrammes par kilo et par minute, par voie intraveineuse continue. Et la dose de noradrénaline doit être titrée toutes les 5 minutes. Ce qu'on fait, nous, le brassard de pression artérielle, il est réglé toutes les 5 minutes. La fréquence cardiaque, on l'observe. Si le malade est en état de choc, en hypotension artérielle, on doit augmenter la dose de noradrénaline toutes les 5 minutes jusqu'à normaliser la tension. Ou bien, si la tension est normale, c'est surtout la fréquence cardiaque sur laquelle on doit se baser. Évidemment, il y a d'autres paramètres tels que les lactates et tels que la saturation du sang au niveau de l'oreille droite. Ça, je ne vais pas détailler.
Puis le traitement antibiotique, ça va être débuté le plus précocement possible. C'est une antibiothérapie probabiliste. Il faut évidemment, si on a par exemple un foyer évident, il faut l'éradiquer. Bon, ça c'est évident. Quand vous voyez un malade qui a cette tache-là, c'est un purpura, c'est le méningocoque très probable dans 90% des cas. L'antibiothérapie est évidente. Là, c'est un malade qu'on a vécu. Il est âgé de 6 mois, qui présente ces lésions d'ectyma gangrénosome d'Ehlers avec cet halo érythémateux, avec des lésions nécrotiques. Il faut viser le pyocyanique sans trop tarder. Les autres traitements de l'état de choc septique, c'est la corticothérapie parce qu'il y a un déficit relatif en corticoïdes, la correction de tous les troubles métaboliques et la transfusion de produits sanguins au cas où il y a un taux d'hémoglobine bas pour améliorer le contenu artériel en oxygène et donc améliorer le transport en oxygène. Pour l'anaphylaxie, c'est un choc par vasoplégie. La réaction allergique va entraîner, l'allergène va entraîner une libération, une dégranulation importante des mastocytes qui vont libérer plusieurs produits, entre autres l'histamine et la tryptase. Et ça va donner, et quand on parle d'anaphylaxie maintenant, quand il y a une atteinte soit respiratoire ou hémodynamique, le digestif, le cutané seul, ce n'est pas une anaphylaxie. Et là, dans ce cas de figure, on s'intéresse au système cardiovasculaire. Et le traitement de choix, c'est l'adrénaline à la dose de 10 gamma kilo-minute, soit l'équivalent d'une. Donc, si on n'a pas de stylo auto-injecteur, je pense qu'on n'en a pas ici en Tunisie. C'est des dilutions qu'on doit avoir prêtes avec des protocoles prêts pour donner la quantité, la dose adéquate. Et quand le malade ne répond pas, au bout de 5 à 10 minutes, on refait une deuxième dose. S'il ne répond pas d'adrénaline, on va passer à la voie intraveineuse continue. Maintenant, le choc obstructif, c'est dû à une obstruction à l'éjection d'un des ventricules. La contractilité et la précharge sont conservées. Ça peut être tout simplement un pneumothorax suffocant. Ça peut être une tamponnade. Ça peut être une hypertension artérielle pulmonaire, particulièrement qu'on rencontre chez le nouveau-né. Comme ça peut être le cas particulier d'une coartation de l'aorte, d'un obstacle sur le cœur gauche, coartation ou interruption de l'aorte. Et là, je pense que pour les résidents, c'est quelque chose qu'ils vont rencontrer assez fréquemment. Un nouveau-né qui se présente après un délai d'1 semaine, 10 jours, avec un état de choc, alors qu'il était relativement bien. Il était bien durant les 2 premières semaines parce que, et je parle là d'une coartation de l'aorte, par exemple, le ventricule gauche, le ventricule droit éjecte du sang dans l'artère pulmonaire. Ce sang-là va pouvoir rejoindre via le canal artériel l'aorte descendante. Donc, le débit qui était insuffisant du fait de cet obstacle sur le ventricule gauche va être suppléé par le ventricule droit à travers le canal artériel. Au bout d'un certain temps, le canal artériel va se fermer, le ventricule gauche va se retrouver, ne va pas pouvoir compter sur l'aide du ventricule droit, et c'est à ce moment-là qu'on va avoir un bas débit cardiaque et un état de choc avec tous les signes des lactates élevés, des marbrures, un mauvais état neurologique. Et ça, le traitement repose essentiellement avant d'opérer sur la réouverture du canal artériel par la prostine à la dose de 0,1 gamma kilo-minute. C'est un diagnostic clinique
sur l'absence des pouls fémoraux et la conservation du pouls axillaire droit et sur l'inégalité de pression brassard entre le membre supérieur droit, où elles sont élevées, contrastant avec des pressions qui sont basses au membre inférieur. L'administration de prostine, on peut évaluer son efficacité cliniquement par la réapparition des pouls. Maintenant, j'arrive à la dernière catégorie d'état de choc, le choc dissociatif. Cet état de choc est dû, on l'a vu au départ, à la baisse du contenu artériel en oxygène, soit parce qu'il y a une inhabilité de l'hémoglobine à libérer l'oxygène, c'est ce qu'on voit au cours des méthémoglobinémies, soit parce qu'il y a une spoliation sanguine ou une séquestration splénique. Les étiologies, donc, comme je l'ai dit, la méthémoglobinémie, le traitement, c'est le bleu de méthylène. Quand est-ce qu'on observe la méthémoglobinémie? Maintenant, surtout dans les incendies, essentiellement, ça peut être toxique. Dans certaines, le monoxyde d'azote, mais il faut avoir des doses très, très, très importantes. L'intoxication au CO ou bien les déglobalisations aiguës. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'état de choc? Tout d'abord, c'est un diagnostic clinique. Il doit être précoce. On doit comprendre son mécanisme par également un examen clinique en s'aidant d'une radiographie de thorax, d'une auscultation pulmonaire pour voir s'il y a une précharge importante ou pas. Si elle est précharge importante, élevée, pas de remplissage, on risque de décompenser ou d'aggraver l'état de choc cardiogénique, de l'inonder davantage. Si ce sont les autres cas, on va pouvoir démarrer le traitement. S'il est déshydraté, c'est un remplissage. S'il est fébrile, avec des extrémités qui sont chaudes, avec un tiercé immédiat, des pouls bondissants, c'est un choc vasoplégique jusqu'à preuve du contraire. Là, le remplissage, le traitement vasopresseur, et surtout ne pas oublier de réévaluer quand on donne un traitement ou bien qu'on évalue un malade, il faut le surveiller de façon rapprochée. Et puis, si on veut améliorer le pronostic de ces patients, il faut instaurer déjà au niveau des urgences des moyens de monitorage. J'ouvre une parenthèse avec j'ai oublié, j'ai fait un cours pour le compte de la faculté de médecine de Monastir. C'est un CEC de réanimation sur les moyens de monitorage. Donc, pour vous dire que le message, c'est d'instaurer un monitorage échocardiographique aux urgences. C'est ça qui va, entre autres, améliorer le pronostic de ces enfants. Bon, ce n'est pas le seul mot-clé qu'il faut retenir, mais je crois à cet élément qui va vraiment aider énormément dans la prise en charge de toutes les pathologies. Voilà, je vous remercie.